Paris, 15 mars 2026, 18h45. À l'Élysée, le silence venait d'être brisé par un clic sec. Emmanuel Macron reposait lentement son téléphone. Le teint blafard, il venait d'encaisser une annonce brutale. Sébastien Lecornu, fidèle compagnon de route et Premier ministre depuis 1 an et demi, venait de jeter l'éponge. Non pas un avertissement, ni une menace à demi-voix. Une démission nette et irrévocable. En quelques instants, la République vacillait. Ce que Macron ne pouvait deviner, c'est que les heures à venir allaient non seulement dévoiler l'étendue de sa vulnérabilité face à Lecornu, mais aussi métamorphoser une simple transition politique en une reddition sans condition. « Il ne va pas oser. Il ne peut pas me faire ça », répétait le président, tournant en rond comme un lion pris au piège dans sa propre cage dorée. Il voulait croire à un coup tactique, une mise en scène pour renégocier les cartes. Mais la voix de Lecornu, glaciale, ferme, n'offrait aucune brèche. C'était acté. Et déjà, la nouvelle fuyait vers les rédactions affamées. BFM TV dégainait en premier avec un bandeau rouge. Sébastien Lecornu remet sa démission au président. Le séisme médiatique ne tarda pas. D'édition en édition, l'annonce fit trembler le monde politique français. À l'intérieur du palais, la stupeur virait à l'urgence. Alexis Colère sonnait l'alarme. Réunion de crise immédiate dans le salon doré. « On a quoi, 48 heures maximum avant l'implosion ?» lançait-il inquiet à la table des stratèges. Pendant ce temps, Macron remettait son téléphone à l'oreille. Il lui fallait un successeur. Et vite. Mais qui, dans ce champ de ruines, aurait le courage, ou l'inconscience, de prendre la suite? Dans la salle aux dorures de l'Élysée, Emmanuel Macron lança d'un ton sans appel « Passez-moi Édouard Philippe ». Ancien chef du gouvernement, devenu maire tranquille du Havre, Philippe semblait tout désigner. Une figure sérieuse, consensuelle, au capital politique encore intact. Le genre d'homme qu'on appelle quand la maison brûle. À 19h30, le téléphone sonne. Philippe décroche. « J'ai vu passer l'info pour Sébastien. Quelle tuile! » « Édouard, j'ai besoin de vous. Le pays a besoin de vous, » répondit Macron, presque implorant. Mais la réplique tombe, aussi polie que glaciale. « Monsieur le Président, ma place est au Havre. Ce ne sera pas moi. Bonne chance dans vos recherches. » Claque numéro 1. Macron encaisse, mais ne s'effondre pas. Il rebondit comme un boxeur sonné, mais toujours debout. « Et Bruno, il est où Bruno? Appelez Bruno Le Maire. » Le ministre de l'Économie, costume taillé pour l'international, profil rassurant pour les marchés, aurait pu être le plan B idéal. À 20h, il était justement en pleine réunion à Bruxelles, entouré de ses homologues européens. Macron le joint en direct. « Bruno, prends un avion, j'ai une mission pour toi. » Mais au bout du fil, même refrain. « Emmanuel, ma loyauté est acquise. Mais Matignon, ce n'est pas pour moi, je reste à Bercy. » Et de deux. 2 portes closes. 2 poids lourds qui préfèrent leur tranquillité à l'incendie de Matignon. L'angoisse gagnait chaque recoin de l'Élysée. Dans les couloirs feutrés, on murmurait des phrases qu'on n'aurait jamais osé prononcer quelques heures plus tôt. « Si même les fidèles d'hier nous tournent le dos, qui reste-t-il » s'alarmait un conseiller, le regard perdu dans le vide. Il était 20h30 quand Emmanuel Macron changea de stratégie. Assez des anciens, place aux ambitieux. Direction Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur à l'appétit notoire pour Matignon. Si quelqu'un voulait vraiment le job, c'était bien lui. Mais quand le téléphone sonna à Lille, en pleine réunion préfectorale, la réponse tomba mi-polie, mi-évasive. « Monsieur le Président, je suis honoré, mais il me faut 24 heures. Une telle décision mérite réflexion. » Ce n'était pas un non, mais ce n'était clairement pas le oui dont Macron avait désespérément besoin. Et le temps jouait contre lui. Chaque heure qui passait sapait un peu plus son autorité. Les chaînes d'infos tournaient en boucle. Écran noir, titre blanc. Macron face au mur de sa carrière politique. Qui pour remplacer l'indéboulonnable Lecornu? Paniqué, Macron faisait défiler frénétiquement sa liste de noms. Mais chaque profil avait un défaut rédhibitoire. Élisabeth Borne,
l'ombre des échecs passés. Gabriel Attal, trop vert, trop frais. Marlène Schiappa, hors jeu dans ce climat. À ce rythme-là, il allait bientôt devoir appeler un inconnu. 21h30. Nouveau coup de poker. Emmanuel Macron tente de rallier François Bayrou. Pilier du MoDem, compagnon de route depuis 2017, président du Haut-Commissariat au Plan, un vétéran politique qui en impose. Le genre de nom qui rassure. « François, j'ai besoin de vous », lançait Macron, la voix presque suppliante. Mais l'homme de peau, fidèle mais lucide, décline avec douceur. « Emmanuel, vous savez mon attachement, mais à 75 ans, Matignon, c'est un Everest, et mes électeurs ne le comprendraient pas. » Troisième porte qui claque. Et l'horloge tourne. Il est presque 22 heures et le fauteuil de Lecornu reste désespérément vide. Dans un coin de la pièce, Alexis Kohler rompt le silence. Peut-être faut-il envisager un profil moins politique. Un technocrate, un gestionnaire pur jus. Macron saisit l'idée au vol et compose un autre numéro. Jean Castex. Ex-premier ministre, désormais maire tranquille de Prades, il connaît les murs de Matignon comme sa poche. Jean, c'est la République qui vous appelle. Mais Castex, épuisé par ses années au sommet, reste ferme. J'ai déjà donné. Ce poste, c'est un gouffre personnel. Ma famille en a souffert. Je ne replonge pas. Refus numéro 4. Et l'atmosphère devient électrique. Dans les couloirs dorés de l'Élysée, les murmures deviennent paniques. Et si personne ne voulait, s'inquiète un conseiller. Acculé, Macron appelle Michel Barnier, l'Européen aguerri, figure respectée. « Michel, le pays est au bord du gouffre. Votre expérience serait précieuse. » Mais la réponse est sans détour. « Monsieur le Président, c'est un honneur, mais je ne suis plus taillé pour ce genre de mission. Et puis, mes amis des Républicains hurleraient. » 5e échec. Il est presque 23 heures, et toujours pas de capitaine pour le navire gouvernemental. Pendant que l'Élysée sombrait dans le désarroi, le web, lui, s'embrasait. Twitter devenait un ring à ciel ouvert. Hashtag Macron en panique explosait les tendances. Les oppositions flairaient le sang et s'en donnaient à cœur joie. « Il réalise enfin qu'il est seul au sommet », lançait Marine Le Pen. « Aucun volontaire pour traîner les casseroles de ses échecs », ironisait Mélenchon. Le roi est nu. Il cherche un héritier pour son trône en ruine. Mais qui voudrait régner sur un champ de décombres? 23h30. Dans le silence pesant de son bureau, Macron s'effondrait, littéralement englouti par son fauteuil. « Comment a-t-on pu en arriver là ?» soufflait-il à Alexis Kohler. « Sébastien, c'était notre boussole. Sans lui, on est perdu. » Ce soupir disait tout. En seulement 18 mois, Lecornu était devenu le moteur silencieux du régime. Pompier de crise, diplomate parlementaire, porteur des dossiers brûlants. Et son départ? Un cratère à l'Élysée. Minuit. Dernier espoir. Catherine Vautrin, une femme d'expérience, respectée des territoires. Catherine, vous avez tout ce qu'il faut. Matignon pourrait être à vous. Mais une fois encore, la réponse fut douce, mais cinglante. Merci de votre confiance, Monsieur le Président, mais je ne suis pas taillé pour ce fardeau. Trop lourd. Refus numéro 6. La nuit allait être longue. Très longue. 0h30. Lessivé, Macron rend les armes pour quelques heures. On s'y remet demain matin. Quelqu'un finira bien par dire oui. Mais Morphée se faisait attendre. Les paupières closes, le président repassait en boucle ses mois de tandem avec Lecornu. Les tempêtes traversées ensemble, les confidences d'après-crise, les regards complices au milieu du chaos. Et cette pensée lancinante. J'ai peut-être perdu bien plus qu'un premier ministre. 1h du matin. Tandis que la France dormait encore, Macron, lui, déambulait déjà, les yeux rivés sur les unes des journaux fraîchement sortis. Partout, un seul refrain. La débâcle.
Un premier ministre introuvable. Macron cherche désespérément. L'Élysée vacille. Monsieur le Président, qui veut encore de Matignon? Un conseiller glisse entre deux gorgées de café. La bourse dévisse, l'euro prend l'eau face au dollar. Il faut réagir, et vite. 7h30. Le président relance la machine. Il creuse plus profond dans l'annuaire politique, appelant des profils inattendus. Stéphane Travers, ex-ministre de l'Agriculture. Jacqueline Gouraud, ex-ministre de la Cohésion des Territoires. Et même Marlène Schiappa, qu'on avait pourtant exclue dès le départ. Mais tous déclinent, avec courtoisie, mais sans ambiguïté. Les refus s'accumulent, tout comme les symptômes d'une crise qui dépasse Matignon. Instabilité, impopularité, un président en chute libre dans les sondages. Même les plus ambitieux reculent. 8h. Macron se fige. L'innommable devient réalité. Personne ne veut du job. Un silence pesant précède une voix discrète au fond de la salle. Monsieur le Président, et si on rappelait Sébastien? Peut-être qu'il reconsidérerait? Gêne générale. Cette idée, aussi logique qu'humiliante, revient à admettre que sans le cornu, rien ne tient. Et surtout, que la présidence est à genoux. 8h30. L'orgueil s'effondre. Le pragmatisme l'emporte. « Rappelez-le », souffle Macron. Colère hésite. « Vous en êtes certain? Si ça se sait, faites-le », tranche sèchement le président. La voix familière répond à l'autre bout du fil. « Bonjour Emmanuel. »« Sébastien, on doit parler. Il y a peut-être moyen de trouver un compromis. »« Emmanuel, j'ai déjà pris ma décision et je vous en ai exposé les raisons. » Mais Macron insiste, la voix tremblante, presque suppliante. « Le pays a besoin de vous, moi aussi. Ces dernières heures m'ont ouvert les yeux. Vous êtes irremplaçable. » Pour la première fois depuis qu'il est à l'Élysée, Macron suppliait. 9h. La discussion se prolonge. Il accumule les arguments. L'urgence nationale, la stabilité du système, les dossiers brûlants. Et le cornu, imperturbable. « Emmanuel, vous me demandez de revenir sur une décision longuement pesée. Il fallait du solide. Pas de promesses floues, mais des engagements concrets, des transformations en profondeur dans leur mode de fonctionnement. Une brèche infime s'ouvrait, mais une brèche tout de même. 9h45. Sébastien, que voulez-vous? Qu'est-ce qu'on doit changer? Dites-le, on s'exécute. À cet instant, le président de la République ne gouvernait plus. Il plaidait pour sa propre survie. Le cornu, désormais en position de force, exposait ses exigences comme un patron d'entreprise imposant ses clauses à un PDG aux abois. Une liberté totale pour nommer ses ministres, un droit de veto sur certaines décisions de l'Élysée, et surtout, l'interdiction absolue d'être contredit publiquement. « C'est bon, c'est acté. Revenez tout de suite, » implorait Macron. « Tout ce que vous demanderez, » acquiesçait-il, résigné. Le cornu n'avait pas encore dit oui, mais il tenait Matignon entre deux doigts. 10h30. « Je vais y réfléchir. Accordez-moi encore quelques heures, » répondait-il, maître du tempo. Et ce simple délai suffisait à faire souffler un vent d'optimisme à l'Élysée. Après 13 heures de chaos, on entrevoyait enfin une lumière au bout du tunnel. « Il va finir par accepter », murmuraient les conseillers, soulagés. « Il ne laissera pas Macron se noyer comme ça. » Mais le cornu savoure l'instant, prolonge le suspense. Il sait parfaitement qu'en l'espace d'une nuit, il est passé de collaborateur loyal à régent en puissance. Deuxième round. Macron, accroché à son téléphone comme un joueur de poker en bout de table, relance son pari. « Sébastien, alors, vous avez tranché ?»« J'y pense encore, Emmanuel. Ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère. » 12h30. Dans les rédactions, ça commence à sentir le retournement de situation. BFM TV lâche la rumeur. Des pourparlers seraient en cours entre l'Élysée et Le Cornu, d'après plusieurs sources internes.
Les plateaux s'échauffent, les analystes spéculent. Et Macron enchaîne un 3e appel dans la même journée. Preuve vivante de sa fébrilité. « Sébastien, les marchés paniquent. L'opposition sort les crocs. Il faut que vous reveniez. On n'a plus le luxe d'attendre. » Mais le cornu n'est pas dupe. Cette fois, il fixe les règles du jeu. « Si je reviens, Emmanuel, ce sera à mes conditions. Plus jamais de discrédit en public, plus jamais une décision sans mon aval. » Macron cède sans résistance, le ton résigné. « C'est noté. Vous avez ma pleine confiance, Sébastien. » 13h30. Le couperet tombe. « Très bien, » dit finalement le cornu. « J'annule ma démission, mais rappelez-vous, nos termes ne sont pas négociables. » Et là, explosion politique nationale. Moins d'une journée après avoir quitté le navire, le cornu revient en capitaine. Un communiqué officiel tombe, sec comme un verdict. Monsieur Sébastien Lecornu retire sa démission et reprend ses fonctions de Premier ministre de la République française. Une déflagration dans le paysage politique. En 24 heures, le pouvoir venait de changer de main sans passer par les urnes. Sur les réseaux, c'était la curie. Les commentaires fusaient, les gifs moqueurs pleuvaient. « Macron a baissé pavillon !» lâchait la sphère politique anti-majorité. Il n'a fallu qu'une journée pour comprendre qu'en fait, sans le cornu, c'est juste un costume vide. 14h30. L'Élysée improvise une conférence de presse, visiblement en panique maîtrisée. Macron apparaît, le regard creusé, le ton hésitant, comme un joueur qui vient de perdre la partie, mais tente encore de sauver la face. « Le contexte a changé », expliquait-il d'une voix presque éteinte. « Monsieur Lecornu poursuivra sa mission, pour le bien supérieur de la nation. » Mais les journalistes ne sont pas là pour faire de la figuration. Les questions sont tranchantes comme des rasoirs. « Monsieur le Président, n'est-ce pas une humiliation pure et simple? Comment expliquez-vous que personne, absolument personne, n'ait voulu succéder à votre Premier ministre? » Macron tente l'esquive élégante. « La politique, c'est l'art de l'équilibre. Nous avons pris la décision la plus sage pour la France. Mais à l'Assemblée nationale, on grince des dents. Voilà, c'est clair maintenant. Macron a perdu la main, commentait un député de l'opposition. Il est désormais l'otage de celui qu'il était censé diriger. 15h30. Retour triomphal de Sébastien Lecornu à Matignon. Devant l'entrée, une meute de caméras s'agglutine. Il arrive, calme, détendu, sourire en coin. Il salue mais ne dit rien. Et ce silence en disait long. Très long. Il n'avait pas besoin de discours. Il avait gagné. Installé comme un empereur dans son bureau, Lecornu recevait les félicitations, l'air presque amusé. « Monsieur le Premier ministre, » ironisait un conseiller, « vous venez de donner un cours magistral de domination politique au président lui-même. » 16h30. Premier conseil des ministres post-séisme. L'ambiance, tendue comme une corde de violon. Macron, droit dans ses fiches, tente de reprendre la maîtrise de l'instant. Mais tout le monde le sait, plus rien ne sera comme avant. Désormais, il y a Macron et il y a Lecornu, celui sans qui plus rien ne tourne. Les commentateurs n'ont pas tardé à dégainer leurs plumes. « Le président vient de perdre toute forme d'autorité », écrivait un édito du Figaro. En 24 heures, il a prouvé une chose, il ne gouverne pas, il dépend. 17h30. L'opposition n'avait même pas attendu que la poussière retombe pour sortir les couteaux. Macron, c'est terminé, balança Marine Le Pen. Ce type vient de prouver qu'il n'est rien d'autre qu'une marionnette entre les mains de son propre Premier ministre. Mélenchon enfonce le clou, avec son sens habituel du punchline. Voilà le vrai visage du macronisme. Un homme isolé, sans ancrage, totalement dépendant de son entourage. 18h. Les sondages flash tombent comme une gifle. Moins 8 points pour Macron en moins de 24 heures. Et pendant que le président s'enfonce, Lecornu grimpe dans l'opinion. Ironie du sort? Pas vraiment. Juste une redistribution brutale des cartes. 18h30. Dans le bureau présidentiel, ambiance plombée.
Macron, entouré de ses conseillers les plus loyaux, digère l'onde de choc. Alexis Kohler tente une note d'optimisme. Au moins, on a évité l'effondrement. Sébastien est de retour, l'équipe tient. Mais Macron ne se berce plus d'illusions. Tu sais ce que j'ai fait ces dernières 24 heures, Alexis? J'ai passé ma journée à supplier tous mes anciens ministres. Tous. Et ils m'ont tourné le dos. Et ensuite, j'ai dû m'abaisser à implorer le cornu. Il fixe le sol. C'est la plus grande humiliation de toute ma vie politique. La tempête passée, les répercussions commençaient à apparaître au grand jour. Fort de son nouveau statut de sauveur de la République, le cornu reprenait les rênes et les consolidait. Il convoqua ses équipes et lança calmement « Désormais, toutes les décisions majeures passeront par Matignon. Rien ne sort sans notre feu vert. » En un seul paragraphe, il redessinait l'architecture du pouvoir. Une révolution silencieuse mais implacable. Le Premier ministre ne secondait plus, il dirigeait. 19h30. Dans son bureau, Macron découvrait avec un goût amer cette nouvelle réalité. Un appel de Lecornu, presque banal en apparence. « Emmanuel, j'ai vu que tu envisageais d'annoncer la réforme des retraites demain. On doit en parler avant. » Traduction, le président devait désormais demander la permission. Dans les rédactions, l'analyse allait bon train. Un constitutionnaliste résumait la situation sans détour. Lecornu vient d'opérer un coup d'État, légal. 20h30. L'humiliation était totale. En une journée, Macron était passé de Jupiter à captif, de figure centrale à satellite. Ce soir-là, en se couchant, il comprit l'ampleur de sa chute. Il avait voulu écarter Lecornu, mais c'est Lecornu qui, au final, avait pris l'Élysée. Les 24 heures qui suivirent cette démission express allaient marquer un tournant dans la Ve République. Le jour où un président a compris qu'il ne pesait rien sans son Premier ministre. Et où son Premier ministre a réalisé qu'en disant non au bon moment, il pouvait tout obtenir. 3 mois plus tard, rien n'avait changé. Macron n'avait jamais retrouvé son autorité. Lecornu, lui, régnait, en maître absolu. « C'est simple, disait un député grinçant. Lecornu préside, Macron exécute. » Cette petite phrase devint virale, le symbole cruel de l'inversion du pouvoir. 6 mois plus tard, lors d'un sommet européen, la gêne était palpable. « Macron ne tranche plus rien, » murmurait un dirigeant étranger. « C'est le Premier ministre qu'on doit convaincre. » Ce renversement brutal avait laissé des séquelles durables. Macron n'était plus que l'ombre de lui-même. Lecornu, lui, incarnait désormais l'autorité, la décision, le centre de gravité. Cette crise, unique dans l'histoire de la Ve République, restera gravée comme le moment où la tête de l'État a découvert sa propre vacuité et où un Premier ministre a compris que tout pouvoir appartient à celui qui ose le prendre. 1 an plus tard, les cicatrices étaient encore visibles. En privé, Macron confiait « Ces 24 heures m'ont tout appris. Sans Sébastien, je ne suis rien. C'est la leçon la plus brutale de ma vie politique. » Cette phrase disait tout. L'homme qui avait conquis l'Élysée à 39 ans, qui s'était rêvé en rénovateur de la République, avait été brisé. « Il a pris 10 ans en une nuit », glissait un proche. Depuis, il n'a plus jamais été le même. Son autorité d'hier avait laissé place à une prudence maladive. Chaque décision passait désormais par Lecornu. « Il évite les conflits », expliquait un ministre. « Il a peur que tout explose à nouveau. Avec Sébastien, il marche sur des œufs. » Le système s'était inversé. Le président n'était plus au sommet. Il était devenu le second rôle. C'est Lecornu qui gouverne. Macron, lui, suit le mouvement, grinçait un député d'opposition. Et cette punchline-là, c'est elle que l'histoire retiendra. Cette petite phrase assassine « Lecornu gouverne, Macron suit » avait désormais colonisé les salons politiques. De l'Assemblée à Bruxelles, elle s'insinuait partout, symbole d'un renversement historique. Et 6 mois plus tard, l'onde de choc franchissait les frontières.
Au G7 en Italie, le malaise était palpable. Les chefs d'État avaient les antennes dressées. Quelque chose avait changé chez Emmanuel Macron. Emmanuel a l'air diminué, glissa Joe Biden à son staff. Son regard ne quittait plus l'écran de son téléphone, sans doute pour vérifier ce que pensait Sébastien sur chaque dossier. Même Angela Merkel, pourtant avare en commentaires, laissa échapper une réflexion discrète. Ce n'est plus le même homme. Cette crise l'a vraiment frappé. L'humiliation était devenue mondiale. Et avec elle, l'image de la France s'était ternie. Quand le président d'un pays est suspendu aux lèvres de son Premier ministre, c'est toute la diplomatie qui en pâtit, résumait un diplomate européen. Du côté de Lecornu, c'était l'inverse. L'homme avait profité du chaos pour dévoiler un talent stratégique redoutable. En 24 heures chrono, il avait inversé les rôles avec le chef de l'État. C'était une partie d'échecs jouée à la perfection, saluait un ancien locataire de Matignon. Il a fait comprendre à Macron qu'il était vital. Et aujourd'hui, il gouverne avec une autorité que bien peu de premiers ministres ont eue avant lui. Et ça se voyait. Désormais, tous les dossiers sensibles passaient par Matignon. L'Élysée? Un simple tampon administratif. On fixe les arbitrages ici, puis on envoie les papiers au président pour signature, avouait un conseiller du nouveau patron. Une signature devenue automatique. Cette duissade institutionnelle commençait à inquiéter les juristes. On assiste à une dérive du régime, alertait Dominique Rousseau. C'est le premier ministre qui tient désormais le volant de l'exécutif. Mais côté Lecornu, pas de souci. Porté par sa nouvelle légitimité, il déroulait sa vision politique, sans plus avoir besoin de regarder dans le rétroviseur élyséen. Lecornu a flairé la faille, glissait un politologue. Il a compris que Macron avait perdu la main. Et il s'est empressé de saisir le volant. Résultat, une liberté d'action totale, un blanc-seing silencieux accordé par l'Élysée. Qu'il s'agisse de politique intérieure, d'économie, de diplomatie ou de réforme sociale, c'est désormais Matignon qui décide et l'Élysée qui suit le mouvement. L'épisode emblématique? La réforme des retraites à l'automne 2020. Macron militait pour le passage à 65 ans. Lecornu, lui, préférait s'arrêter à 64. Et c'est bien l'option Lecornu qui fut entérinée sans même un débat. Le président proposait 65 ans le matin et l'après-midi, comme par enchantement, il annonçait 64, s'amusait un journaliste. Entre les deux, un petit coup de fil de Sébastien. Le reste, de l'histoire. Tout était dit. L'équation du pouvoir s'était inversée. Celui qui dictait la ligne, c'était Lecornu. Celui qui corrigeait ses copies, c'était Macron. L'opposition ne s'était pas fait prier pour transformer cette faille en faille sismique. Macron? Une marionnette tenue par les ficelles de son premier ministre, lançait Marine Le Pen. On a un binôme à la tête de l'État, mais un seul cerveau, celui de Lecornu, moquait Jean-Luc Mélenchon. Et difficile de leur donner tort. Le président de la Ve République ne ressemblait plus qu'à une silhouette creuse, privé de sa voix, de son autorité, de sa stature. Emmanuel souffre d'un syndrome de Stockholm politique, raillait un éditorialiste. Il s'est attaché à celui-là même qui l'a réduit à néant, et le malaise ne faisait que s'amplifier. Lors des traditionnels vœux présidentiels de 2027, le chef de l'État avait soumis chaque virgule de son discours à la validation de Matignon. Le texte a été révisé ligne par Lecornu, glissait un conseiller. Aujourd'hui, Macron n'ose même plus prendre la parole sans l'aval de Sébastien. Un président qui demande la permission pour parler, voilà où on en était. Et si, au fond, toute cette farce révélait un dysfonctionnement plus profond? On avait élu Emmanuel Macron au suffrage universel, pour le voir réduit, quelques années plus tard, au rang d'exécutant de son propre Premier ministre. Du jamais vu sous la Ve République, notait avec gravité Jean Garrigue, historien des institutions. Un chef d'État mis sous tutelle par son collaborateur, on franchit un seuil inédit. Mais ce n'était pas seulement symbolique. Dans les faits, c'était Lecornu qui tenait la barre, jusqu'au moindre détail. Les invitations au dîner de l'Élysée, c'est lui. Le planning présidentiel, encore lui. Les trajets officiels, le protocole et même les menus des repas d'apparat, tous validés par Matignon. Il vérifie tout, confiait un huissier,
Même les amuse-bouches doivent avoir sa bénédiction. Une mainmise totale, une présidence sous tutelle. Autour de Macron, les fidèles d'hier regardaient le spectacle avec stupeur. Alexis Kohler, Ismaël Emelien, Sibeth Ndiaye. Tous constataient la métamorphose inquiétante du chef. Emmanuel n'est plus lui-même, soufflait l'un d'eux. Depuis cette claque, il doute de tout, même de nous. Ce climat de méfiance glissait lentement vers la paralysie. Un président autrefois impulsif, devenu soudain obsédé par le moindre risque. Chaque dossier traînait. Les décisions difficiles étaient remises. Et pendant que Macron cogitait, Lecornu tranchait. Une vitesse d'exécution qui renforçait encore son ascendant. Sébastien a compris un truc simple, confiait un de ses proches. En politique, celui qui décide vite prend toujours l'avantage. Et ce style, résolu, tranchant, contrastait cruellement avec les hésitations du président. La France, fatiguée d'un pouvoir qui piétine, s'était mise à apprécier celui qui fonçait. L'écart n'était plus une rumeur, mais un gouffre. Selon les derniers sondages, 67% des Français plaçaient davantage leur confiance en Lecornu qu'en Macron pour prendre les bonnes décisions vite et bien. À l'Élysée, c'était le choc des chiffres. Un tsunami d'impopularité pour le président, balayé par la montée fulgurante de son Premier ministre. Une première dans l'histoire des sondages politiques, analysait un expert. Jamais un chef de gouvernement n'avait autant éclipsé son président. Et comme toujours, la popularité appelle l'ambition. Les spéculations enflaient. Et si Lecornu devenait le prochain candidat naturel du camp présidentiel ? Pire encore, et si Macron lui-même devait s'effacer devant lui? Dans les couloirs de l'Élysée, on évitait le sujet. Mais la crainte se lisait dans les regards. Être évincé par celui qu'on n'avait jamais réussi à dominer, voilà le scénario cauchemar. Emmanuel redoute ce face-à-face, glissait un conseiller. Il sait que Sébastien coche toutes les cases. Et le tableau était sans appel. Popularité record, maîtrise des dossiers, autorité naturelle, carnet d'adresses solide. Un politologue résumait, acide, « Lecornu, c'est la rigueur et l'efficacité. Macron, aujourd'hui, c'est l'improvisation permanente. Si l'élection avait lieu demain, il n'y aurait pas match. » Et ce renversement de pouvoir, opéré en moins de 3 ans, laissait les observateurs pantois. L'autorité présidentielle s'est évaporée, constatait-on. Lecornu ne gouverne plus, il règne. Et la Ve République, habituellement construite autour d'un président fort, semblait avoir basculé dans une configuration inédite. Un premier ministre tout-puissant et un chef de l'État devenu spectateur. Ce coup de théâtre en 24 heures a tout changé, concluait un historien. C'est la preuve qu'un président peut être neutralisé par son propre bras droit. Il suffit que celui-ci sache dire non au bon moment. Il voulait régner en maître, il s'est retrouvé prisonnier de son propre château. Macron, l'homme qui rêvait d'un pouvoir solitaire, s'est vu dépossédé par son propre lieutenant. Lecornu, le fidèle exécutant, a lentement gravi les marches jusqu'au trône. En 24 heures chrono, les rôles ont basculé à jamais. Un renversement digne des tragédies politiques les plus fines. Celui qui avait été choisi pour servir a fini par diriger. Une leçon de realpolitik gravée au scalpel dans les annales de la République. En démocratie, le pouvoir ne revient pas à celui qu'on élit, mais à celui qui sait le saisir au bon moment. Et surtout, ne plus le lâcher. Mais l'intrigue ne s'arrêtait pas là. Mars 2028. Un livre explosif, publié par un ancien conseiller de Matignon, ravive les braises de la crise. Dans l'ombre du pouvoir, signé Jean-Baptiste Moreau, dévoile l'impensable. La démission de Lecornu, une mascarade. Une manœuvre calculée, méthodique, mise en scène pour sonder la fragilité de Macron et en tirer avantage. Rien n'a été improvisé, écrit l'auteur. Tout était planifié pour tester la dépendance du président et imposer notre emprise. L'effet? Un cataclysme. Les juges obtiennent des enregistrements où Lecornu confie froidement « Emmanuel est instable. Si je le pousse dans ses retranchements, il pillera. » Ces mots achèvent de faire basculer l'opinion.
Lecornu, autrefois stratège brillant, devient le manipulateur cynique aux yeux du public. Sa cote s'effondre de 15 points. Ironie du sort, Macron, lui, regagne un peu de cœur populaire, victime d'un coup monté. Mai 2028, le duel final à l'Élysée tourne au chaos. Lecornu claque la porte définitivement. Son successeur s'appelle Gabriel Attal et incarne la fin des jeux d'ombre. Rideau sur l'ère Lecornu. Retour à une présidence normale, enfin. 3 ans après le choc, la poussière est retombée, mais les cicatrices, elles, restent visibles. Emmanuel Macron, après avoir mordu la poussière, a peu à peu repris les rênes de l'Élysée. Mais le traumatisme est resté ancré. Depuis, Emmanuel regarde derrière lui à chaque couloir, glisse un intime. La leçon a été douloureuse. La trahison peut venir de ceux qu'on croyait loyaux. Pendant ce temps-là, Sébastien Lecornu s'est volatilisé. Exit les plateaux télé, adieu les flashs. Il a déserté Paris pour retrouver le calme de sa chère Normandie, comme un empereur exilé sur son île. Les caméras, il les fuit comme la peste. Il paie le prix de ses manœuvres trop habiles, note froidement un analyste. Le maestro de l'ombre est devenu persona non grata. Cette page noire de la Ve République est désormais enseignée comme un cas d'école de manipulation politique grandeur nature. Un homme qui, par pure tactique, s'était emparé du pouvoir, avant que ce même stratagème ne se retourne contre lui, tel un boomerang lancé avec trop de confiance. Morale de l'histoire? Dans une démocratie, la ruse peut gagner une bataille, jamais la guerre. Quand la vérité refait surface, elle emporte tout sur son passage. Et le duo Macron-Lecornu, gravé à jamais dans les manuels comme le théâtre parfait d'un pouvoir volé, puis rendu, brisé.